Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à un grand maître tibétain, Lama Tenzang, qui nous a quittés le 7 octobre dernier. Directeur spirituel de la congrégation bouddhiste de Montchardon, en Isère, Lama Tenzang a vécu une quarantaine d'années en France. Il incarnait les qualités d'un guide spirituel authentique grâce à son expérience de la méditation, sa connaissance des enseignements et son engagement au service des autres. Sa vie de bâtisseur, menée avec enthousiasme et persévérance, dédiée à la transmission de l'enseignement bouddhiste, est aujourd'hui une source d'inspiration pour un grand nombre de personnes. Alors qu'en est-il de son enfance, de son éducation? Comment a-t-il vécu ses années d'exil en Inde? Quel rôle a-t-il joué dans la fondation du centre de Montchardon? Et surtout, que nous laisse-t-il comme héritage? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec notre invité, Karma Trinley Rinpoché. Bonjour Rinpoché. Bonjour. Alors, malgré votre jeune âge, vous avez un parcours déjà très très dense et unique d'ailleurs. Vous êtes franco-américain, l'un des rares occidentaux à être reconnu comme la réincarnation d'un maître tibétain. Dès l'âge de 2 ans, vous avez commencé à vous exprimer avec une familiarité très prononcée envers ce monde, cet univers tibétain. Vous avez été reconnu par le 16e Karmapa. Et dès lors, vous avez été confié au vénérable Kalu Rinpoché et appris le tibétain avec une incroyable aisance. Et en même temps, vous avez reçu une stricte éducation bouddhiste traditionnelle au sein de plusieurs monastères, dont un en France, notamment avec Lama Tenzang. Tout à fait. Alors, quel lien vous unissait à ce grand maître? Donc, comme vous l'avez dit, je suis allé à Montchardon. Je devais avoir environ 9 ans. C'était Feu Kalu Rinpoché qui m'a confié à Lama Tenzang. Lama Tenzang avait été choisi pour être en quelque sorte mon précepteur, pour m'accompagner dans les études traditionnelles bouddhistes telles qu'ils sont transmis dans la tradition tibétaine de notre lignée Karma Kagyu. Et donc, j'ai connu Lama Tenzang à ce moment-là, mais je l'avais rencontré une ou deux autres fois auparavant quand j'étais plus jeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire, notamment son enfance et son éducation très particulière au Tibet? Alors, Lama Tenzang est originaire d'une région de l'est du Tibet que l'on nomme le Kham. Et plus particulièrement, il y avait plusieurs petites régions ou royaumes, et un royaume qui s'appelait le Lhatok. Et il venait de cette région-là. Ses parents et son père, notamment, étaient un pratiquant du Vajrayana et respecté pour son accomplissement. Et très jeune, il a eu envie de faire le pèlerinage des lieux saints du Tibet. Je crois qu'il a commencé son pèlerinage avec son grand frère. Alors, je ne me souviens pas de l'âge exact, mais je crois qu'il devait avoir dans les 15 ans ou quelque chose comme ça. Il est très jeune. Et donc, il a voyagé à travers tout le Tibet. Ils sont allés du Tibet de l'Est vers le Tibet central, où se trouve donc le Chokhang, le fameux statue de Bouddha, très important lieu de pèlerinage pour les Tibétains, ainsi que d'autres lieux. Et il a visité plusieurs monastères et finalement, il a intégré le monastère du Karmapa, le siège des Karmapas, donc monastère principal de la lignée Karma Kagyu au Tibet, qui est le monastère de Tsurpo. D'accord, c'est là où il l'a rencontré. Et c'est là où il a aussi rencontré le Karmapa, et donc il a intégré le monastère en tant que novice. Je crois qu'il avait 17 ans, donc c'était en 1951. Et donc, il est resté à Tsurpo à étudier jusqu'en 1959. C'était l'époque des mouvements changements politiques au Tibet. Et donc, le 16e Karmapa a décidé de s'installer en Inde, en exil, où il s'est rendu d'abord au Bhoutan, et ensuite, par le Bhoutan, en Inde, et puis au Sikkim, où le 16e Karmapa a retrouvé un ancien monastère fondé par un de ses prédécesseurs, à Rumtek. Et Lama Tenzang a donc participé à cet événement d'exil. Il s'est occupé aussi d'apporter les textes, etc., les trésors du monastère. Et il s'est installé à Rumtek.
Et pendant toute cette période qui a suivi, le Karmapa a doucement reconstruit un monastère plus important où il pouvait préserver la tradition de la lignée Karma Kagyu. Et donc, Lama Tenzin a participé aux travaux de la construction de nouveaux monastères. Alors justement, c'est à la demande du Karmapa qu'il va s'installer à Montchardon. J'aimerais qu'on l'écoute parce que c'est passionnant de l'entendre avec ces mots nous dire quelle a été la genèse justement de ce centre de Montchardon. Karmapa s'est assis sans rien dire. Moi, je suis resté comme ça, baissant un peu la tête. En ce lieu, rien ne peut être fait, c'est impossible. Donc, est-ce que ce serait possible d'envisager de transférer le centre dans un autre lieu? Le Karmapa restait silencieux, s'est assis, fermant les yeux, moi-même aussi, en baissant aussi la tête. Et à un moment donné, il s'adresse à moi et il me dit « Lagan », ça veut dire « vieux maître », c'est une jolie parole un peu familière, pleine d'affection. Et en disant « Ne cherche pas à aller ailleurs. Ici, si tu as la capacité, la patience de persévérer, alors ne va pas ailleurs. Ici, cela deviendra un centre florissant. » Et à ce moment-là, j'ai joint les mains, je me suis incliné en disant « Eh bien, Ishinorbu, joyau qui exauçait tous les souhaits, qu'il en soit ainsi. » Et après, les choses, elles se sont passées, je ne saurais même pas vous dire comment. Et donc, tout a fini par progresser. Et vraiment, il y a eu des progrès magnifiques qui ont été faits. Je connais bien cette histoire, donc pour revenir un peu sur le parcours de la vie de Lama Tenzin, parce que ensuite de Rumtek, il est allé à Darjeeling, où il a suivi en fait Feu Kalu Rinpoche, et il a accompli là la première retraite de 3 ans. Il a accompli la retraite de 3 ans selon la tradition Karma Kagyu et à la fois la lignée Shangpa Kagyu, qui était quelque chose d'assez unique. Et dans les début des années 70, le professeur Jean-Pierre Schneiser a offert au 16e Karmapa, en 75 précisément, un lieu à Montchardon où il souhaitait établir un centre d'études et de pratiques bouddhiques. Et ça faisait partie des tout premiers centres. Et Jean-Pierre Schneiser lui-même, c'est un précurseur. Un précurseur du bouddhisme. Mais le lieu de Montchardon était extrêmement rustique, pour dire peu de choses. C'était presque une ruine, en fait. Et il n'y avait pas d'eau, c'était difficile à développer. Donc c'était pas forcément un cadeau, en quelque sorte, non? En même temps, si. Enfin bon, c'était offert au Karmapa. Et le Karmapa, je pense, souhaitait qu'une activité puisse vraiment s'y développer. Et Lama Tenzin, parmi d'autres lamas qui ont été envoyés à plusieurs lieux différents à cette époque, à travers le monde, est venu à Montchardon, il a découvert ce lieu et il se sentait un peu découragé, se demandant s'il pourrait vraiment faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que le Karmapa lui a fait cette prophétie, quand il a visité le lieu en 77, que dans l'avenir, si Lama Tenzin pouvait faire preuve de persévérance, que ce lieu se développerait en un lieu vraiment propice pour la pratique et qu'il réussirait à faire quelque chose. Donc, en quelque sorte, réconforté par cette prophétie, Lama Tenzin a accepté toutes les difficultés et a pu créer ce lieu. Et il y a vraiment mis de lui-même. Lama Tenzin était connu pour son caractère très entier. C'était un homme d'un très, très, très grand dévouement, d'une très grande bonté, mais aucune difficulté ne lui faisait peur. C'était quelqu'un qui était... il ne parlait pas un mot de français, il faut dire, et il a réussi à créer ce lieu. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que... il était spirituellement, intellectuellement très évolué, on le sait, mais c'est qu'il n'hésitait pas non plus à s'occuper des choses pratiques. Moi, on m'a raconté qu'il vraiment bougeait les pierres lui-même. Enfin, vraiment, il s'est attelé à des travaux pas forcément faciles. Voilà, donc en quelque sorte, Lama Tenzin lui-même disait que toute sa vie, il a beaucoup travaillé. Il était souvent
Même au Tibet, à Tsurku, on lui demandait de s'occuper de beaucoup de choses d'administration, enfin surtout de travaux, des choses difficiles, et contribuer à construire le monastère à Rumtek. Donc, quelque chose, il me disait que voilà, le travail, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur, tant que il savait que ça pouvait être à bon escient, que ça pouvait servir, aider. Donc, je pense vraiment c'était mu par cette bonté, ce dévouement. Et vraiment, il faisait jamais rien vraiment pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le centre, pour les gens. Par altruisme. Hein. Par altruisme. Et ce que j'ai pu voir, donc, dans le temps où j'ai passé à Montchardon, à sa présence, donc il était extrêmement persévérant. On pouvait raconter une journée, il se levait toujours très tôt le matin, vraiment aux aurores, 5 heures. Il me laissait dormir encore 1 heure, je devais me lever à 6 heures. Et ensuite, bon, on avait des pratiques méditation quotidiennes. Puis, il y avait une pratique quotidienne dans le temple pour le public. Tout ça durait jusqu'à 8 heures. Et 8h20, 8h30, la Matanzan allait au chantier parce que bon, le centre était toujours un peu en chantier. Donc il allait construire les murs, faire ce qu'il fallait. Puis après, il revenait vite se rhabiller parce qu'il y avait un programme, il devait enseigner à 10h. Donc oui, il y avait un vrai planning. Voilà, il enseignait. Puis après, à midi, il y avait une pause pour le déjeuner. Tout de suite après, il recevait des gens en entretien. Et puis, dès qu'il avait un temps, même le soir, quand il est... Alors, je ne vous raconte pas tout le programme, mais enfin, pas une minute était perdue. Et même le soir, très tard, eh bien, des personnes demandaient à ce que des statues soient consacrées, etc. Donc, tout ça demandait énormément de travail. Et il travaillait jusqu'à tard dans la nuit, toujours, je ne le voyais jamais dormir avant 1h du matin, minuit ou plus tôt. Et à 5h, il était déjà debout. Et c'était comme ça par 1 jour, 2 jours. Tous les jours, tout le temps. Alors, qu'est-ce qui nous laisse comme héritage aujourd'hui? Je crois que tout d'abord, ce magnifique centre de Montchardon, qui est maintenant très bien développé, qui a une capacité d'accueil importante, on peut accueillir les gens de manière très confortable, mais aussi l'héritage de son exemple qu'il a donné. Il a inspiré beaucoup de gens à s'engager dans la voie bouddhique. Il a aussi beaucoup enseigné, il a formé beaucoup de personnes. Et donc tout ça est un acquis, je pense, très précieux pour le bouddhisme en France. Et je voudrais terminer avec une question plus personnelle. Oui. Quel souvenir avez-vous de la Matanzan? Quelle image conservez-vous qui vous a particulièrement marqué? Je garde toujours à l'esprit... la Matanzan était quelqu'un de très entier. Parfois, en apparence, pouvait paraître quelque peu brute. Voilà. Mais au fond, c'était quelqu'un d'un très grand cœur, d'une très grande bonté. Presque comme un enfant, quelque part, de temps en temps. Et je garde surtout toujours à l'esprit son immense affection et sa très grande bonté. Et voilà, j'ai beaucoup d'affection pour lui et beaucoup de reconnaissance pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il a apporté aussi au bouddhisme en France. Merci infiniment pour ce partage, Rinpoché. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous suggérons. L'Ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu, traduit du tibétain par Christian Charrier, publié aux éditions Claire Lumière dans la collection Sadra. La voix du Bouddha de Kalu Rinpoché, aux éditions Point Sagesse. Et enfin, Manuel des héros ordinaires, La voix des bodhisattvas, de Lama Jigme Rinpoché, publié chez Rapsel Éditions. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine.